tous. En cette période un petit peu compliquée, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. C'est peut-être aussi très important à redire régulièrement. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le cycle séminaire à Systemix Paco Cinesta, Francesco Cinesta, qui est professeur à l'ENSAM à Paris et qui est également membre honoraire de l'UEF, de l'Institut universitaire de France. Alors, beaucoup de titres sont pour Paco Cinesta. Il est président en particulier aussi du comité scientifique du groupe ESI, avec lequel il est également titulaire d'une chaire financée par ESI et qui est aussi connectée à Centrale Nantes sur la modélisation et la simulation avancée de matériaux, de structures et de processus et de systèmes. Donc une chaire assez en lien avec, je pense, les éléments du séminaire que va nous partager aujourd'hui Francesco. Il a été antérieurement titulaire aussi d'une chaire avec Airbus, EADS, Airbus Group. Bon, il a reçu de nombreux prix scientifiques. Je ne vais pas tous les citer, juste pour peut-être le dernier, c'est peut-être la médaille d'argent du CNRS en 2019 parce que c'est une récente. Et puis évidemment auteur de beaucoup d'articles. Et moi, je souhaite vraiment que cette interaction avec Systemix puisse être au-delà de ce séminaire. On vient de le dire. J'espère qu'on aura l'occasion de construire aussi des programmes et des projets dans lesquels Francesco Cinesta pourra être impliqué avec nous. Je vais lui passer la parole pour donc 1 heure de présentation. Je lui laisse gérer l'interaction avec les personnes connectées. Généralement, il faut au moins un minima lever la main. Coupez tous votre micro. Et Francesco vous donnera soit la parole en cours s'il voit que c'est possible, soit à la fin de l'intervention, qui devra de toute façon pas dépasser 15h30 puisqu'on a des contraintes tous de nos côtés et peut-être même on essaiera de finir un peu avant. Voilà, 15h15, 15h20. Voilà. Excellent. Francesco, je te passe la parole. Merci encore de ton… Très bien. Excellent. Merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Il n'y a pas de problème, oui. Très bien. Donc, si vous voyez mon écran et vous m'entendez, on a déjà fait un grand pas. Donc, bon, tout d'abord, vous remercier pour l'invitation à ce séminaire. J'espère que, comme tu disais à l'instant, ça ne sera pas la dernière fois qu'on se rencontre et qu'il y a la possibilité, effectivement, de démarrer plein d'aventures scientifiques avec vous. On se connaît déjà pour certains et ça sera avec grand plaisir. Je finirai pas trop tard parce que je dois faire aussi une conférence à 15h30 pour les 50 ans du groupe français de polymères et je suis également invité à faire une conférence plus ou moins sur le même sujet, encore qu'effectivement ça change un peu, on va dire, l'utilisation. Donc, je vais vous parler un peu de notre vision, des travaux qu'on fait dans ce cadre de la chaire que les arts et métiers nous avons avec le groupe ESI et qui comporte tout ce qui est les jumeaux. Et donc, je vais passer un peu de temps pour définir ce que j'entends par jumeau et aussi ce qui ne doit pas être considéré un jumeau. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on arrive à les construire et je vous donnerai des petits exemples de comment l'appliquer, étant donné effectivement que quand c'est enregistré, il n'a pas pu mettre des choses qui sont confidentielles. Donc, disons déjà que la simulation, l'ingénierie basée sur la simulation, les simulation-based engineering, dans le XXe siècle, c'était basé aussi sur une sorte de réplique qu'on faisait de la réalité, qui était constitué par un modèle que j'appellerais modèle nominal basé sur la physique, et que ce modèle nominal, on allait quand même être capable de lui associer des chargements nominales. Nominal, ça veut dire on était dans la phase de design, et donc on était encore bien loin de l'utilisation, donc on ne pouvait pas mettre quels sont les vrais chargements que le système vibra tout le long de sa vie, c'était encore trop tôt. Et bien évidemment, on ne va pas dire non plus qu'il n'y avait pas de données. Des données, on avait besoin d'un certain nombre de données, au moins pour calibrer les modèles de la physique. Une fois que tout ça avait été fait, tout ça va nous donner un système d'équations dérivées partielles et qu'on c'était compliqué de les résoudre, disons, à la main.
il fallait s'appuyer sur les techniques, et sur les ordinateurs et les techniques de simulation, de discrétisation des modèles. Et avec ça, à la fin, on arrivait à prédire les performances de notre conception et donc avec elle, on allait, on va dire, construire un monde, on allait construire l'ingénierie, on va dire, du XXe siècle. Donc, un beau exemple très français, c'est ce qu'il y a montré juste dans les slides. Donc, on est arrivé un peu plus tard à le XXe siècle. Et donc, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement à concevoir de façon optimale, on s'intéresse également à tout ce qui est long de sa vie. Et j'ai caricature dans ce petit texte que je vous ai mis, dans le sens qu'aujourd'hui, on ne veut pas vendre des moteurs d'avion, on est plutôt dans l'optique de vendre des serres de vol. On ne s'intéresse pas non plus, on va dire, à des perceuses électriques. Ce qu'on voudrait, c'est vendre les trous de bonne qualité. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a passé on va dire, dans les temps où ce qui nous intéresse, c'est faire le management des performances plus que s'intéresser aux produits, on va dire, eux-mêmes. Donc voilà qu'on se voit un peu dans le domaine des performances. Et voilà que les arts qu'on avait dans les siècles derniers, qui étaient l'art de la modélisation et l'art de la simulation, je dirais en ce XXIe siècle, il faut aller vers l'art, en troisième, bien évidemment, pas les remplacer. Je dirais que c'est l'art de la prise de décision. Et donc, la prise de décision se prend à l'instant qu'il faut avec le système tel qu'il est. Et c'est un peu l'image qu'il a voulu mettre un peu à gauche quand j'ai dit on aimerait bien s'intéresser du vrai système et pas d'une idéalisation de lui. On a plein de données parce qu'on connaît effectivement tous les efforts, tous les chargements que le système a subis, ce que j'appelle la real load, jusqu'à le présent, à tout temps T avant T. Et avec ça, je voudrais quand même être capable de faire des prédictions vers le futur. Des prédictions pour quoi? Des prédictions pour anticiper. Des prédictions pour prendre la bonne décision. La prédiction pour contrôler. Et donc, effectivement, on est en train d'accompagner un produit tout le long de sa vie. Et par différentes raisons, je dirais à la limite, parce que la tâche de l'ingénieur, je dirais l'ingénieur, c'est quelqu'un quand même qui est censé prendre pas mal de décisions. Finalement, on voudrait voir si on peut prendre des décisions sur les vrais systèmes. Et quand je dis les vrais systèmes, c'est sa vraie histoire. Donc, prédire le futur avec ce qui lui il est, sachant que ce qui lui il est, ça dépend beaucoup de ce qu'il a vécu. Et donc, voilà un peu dans quel scénario on se trouve. Et je voudrais commencer, peut-être c'est simplement mon point de vue, et bien entendu, tout ce que vous allez voir ne concerne que ma vision. Je commencerai par dire ce que je considère qu'un jumeau n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de confusion et aujourd'hui, comme on pense qu'il y aura des financements que si on fait des jumeaux, tout le monde dit faire des jumeaux. Et donc, il faudra être capable de dire qu'est-ce qu'on attend d'un jumeau. Je dirais qu'a priori, un système qu'on va surveiller et qu'on va contrôler, soit un matériau, un procédé, une structure ou un système, je dirais à la limite, moi, Paco, considère que ça, c'est pas un jumeau. Je dirais que ça fait partie de l'automation. Et ça, c'était un peu la troisième révolution industrielle. Et la troisième révolution industrielle, s'était passé effectivement avec toute l'arrivée de l'électronique. Je dirais qu'a priori, on fait des choses qui sont merveilleuses. C'est absolument nécessaire. Mais pour moi, un système qui est surveillé et contrôlé, a priori, ce n'est pas parce que je surveille et donc je capture des données et je prends des décisions qu'on a fait un jumeau. Pour moi, le jumeau devrait avoir un peu plus. Donc, disons que cette automatisation s'est basée dans une fonction transfert qu'on va construire. Et cette fonction transfert, c'est la relation entre quelques entrées et quelques sorties. Il a la richesse qu'il faut avoir pour prendre la décision qu'il faut prendre. Mais quand même, ce n'est pas une réplique, ce n'est pas une réplique digitale du système lui-même. Il va simplement relier
une sortie avec une entrée. Et donc, une fois qu'on a créé ces fonctions de transfert, peu importe les faire avec des fonctions des données ou de la physique, une fois que les données vont arriver, on va faire du pattern recognition et pour ça, il ne faut pas de grandes intelligences. Je dirais que je vais consacrer ça à la partie reptilienne de notre cerveau, celle qui nous dit il y a faim, je vais manger, ou il y a soif, je vais boire. Ce n'est pas non plus de faire de grands discours. Et avec ça, avec une belle fonction de transfert, avec une belle pattern recognition, je pourrais prendre des décisions. Et donc, ça, c'est une très belle chose et c'est quelque chose qui existe et va continuer à exister. Mais a priori, moi, je dirais que si j'ai fait ça, je n'ai pas créé nécessairement un humain de mon composant, de mon structure ou de mon système. De la même façon, si vous avez un modèle mathématique avec plein de paramètres et qu'avec des senseurs, vous êtes capable d'assimiler la donnée pour faire un recalage continuel du système pour avoir le système les plus, on va dire, recalés à tout instant, ce qu'on appelle, et c'était toute une révolution aussi à la fin du siècle dernier, les Dynamic Data Driven Application System. Moi, je dirais, je ne considère pas que ça soit un vrai humain parce qu'on reste encore, on va dire, dans un monde idéalisé du système et on connaît bien les limites des modèles. Les limites des modèles, ça vient de la modélisation physique. Surtout quand on est en train de se focaliser sur des systèmes ou des systèmes qui sont larges, qui sont complexes et qui contiennent beaucoup d'incertitudes. Et donc, dans ce cas, je dirais que c'est aussi une approximation de la réalité, mais ce n'est pas, on va dire, une copie conforme de la réalité. Et c'est pour ces deux raisons qu'on peut l'appeler comme on veut. L'autre, c'était parce qu'il n'était pas suffisamment complet. Lui, on pourrait dire que peut-être il ne sera pas suffisamment robuste. Et pour ces raisons, c'est de bonnes approximations, aussi une bonne approximation, mais je ne les considère pas encore comme un humain. Bon, qu'est-ce que je dirais que c'est un humain? Je dirais un humain, c'est une réplique digitale de la réalité. Et moi, je lui donne plusieurs attributs, qu'on peut être d'accord ou pas d'accord. De toute façon, c'est ma vision, comme j'ai dit tout au début. J'ai dit, j'aimerais bien que cet humain soit frugal. Dans quel sens? Écoute, je voudrais le construire pas avec beaucoup de données, ou le surveiller pas avec beaucoup de données, parce que la donnée en ingénierie, elle est chère. Et ça, certainement, vous connaissez mieux que moi. Je voudrais qu'il soit quelque chose d'intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire, si je change un peu la géométrie, je ne voudrais pas que tout ça soit dépendant exactement du système que je traite. Je voudrais m'approcher des choses qui sont beaucoup plus dans l'âme que dans le corps. Je voudrais qu'il soit holistique. Holistique dans quel sens? Holistique dans le sens qu'il contient tous les physiques nécessaires par la finalité que je cherche. Donc, si je suis dans un problème de mécanique, je voudrais qu'il y ait la mécanique, je voudrais qu'il y ait la thermique, l'électromagnétisme, et pas dans un point, je voudrais globalement à niveau de toute la pièce. Je voudrais qu'il soit rapide, effectivement, parce qu'il va falloir anticiper ce qui va se passer. Je voudrais qu'il soit précis. Et ces deux mots, fast and accurate, historiquement, c'était relativement opposé. Quand on voulait aller vite, on faisait des simplifications et donc on devenait moins précis. Et quand on voulait être très précis et très riche, on faisait un modèle 3D avec une finesse suffisante. Mais à ce moment-là, on le sait toujours, tout le monde le sait, le faire vite, et ça va dépendre beaucoup de quels sont les moyens qu'on va mettre derrière. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. On voudrait bien que tout ce qu'on va faire soit explicable, simplement pour pouvoir certifier, parce que finalement, dans beaucoup d'applications, on va dire énergie, transport, aéronautique, etc., c'est rare qu'on puisse faire quelque chose, on faire une conception ou un design si on n'est pas capable de l'expliquer pour le certifier. Et on voudrait quand même que ce soit quelque chose de facilement automatisable pour la construction, c'est-à-dire facile à utiliser. Et dans ce cas, une réplique de la réalité avec tout cette, celle que je considère, parce que ça ne me concerne moins, que toutes ces qualités, c'est ça que je dis, que je commence à m'approcher de quelque chose que j'appelle humain.
Bon, maintenant on va parler un petit peu de comment est-ce que je vais construire ces humours. Et je commence avec quelque chose de relativement simple pour vous dire que les données, quand même, ils sont extraordinaires, mais parfois nous, les ingénieurs, je ne dis pas tout le monde, je dis seulement nous, les ingénieurs, et c'est mon expérience, les données, ça nous pose des problèmes à niveau de sa collecte. Imaginez la fonction qu'il y a mis tout en haut à gauche. Ça, c'est une fonction que d'un point de vue mathématique, elle est relativement simple. C'est une sorte de x plus cosinus de x. Et une fois qu'on l'a dit, waouh! Ça m'a pris 3 secondes et elle contient une infinité d'informations. Vous me donnez la x, immédiatement, je la prends, je calcule le cosinus, je l'additionne et je vous donne la solution. Donc, quand même, le monde analogique, il était pas mal. Le monde analogique, c'était un monde quand même riche. Maintenant, imaginons qu'on dit oui, mais bon, on ne l'aura pas toujours et je voudrais quand même être capable de modéliser avec la donnée. Bon, si on veut faire ça, modéliser avec la donnée, il y a qu'à. Il y a qu'à calculer dans quelques points et essayer d'approximation entre les points. Vous voyez que si je prends seulement des points, écoute, ça ne va pas être terrible. Si je prends 3, ça va être un peu mieux, mais bon, ici, les 4 et les 5, c'est une question de construction de la fonction. Les 6, ça va un peu mieux. Il y a un joli résultat dans le sens que vous pouvez bien comprendre, si on prend beaucoup, on aura une bonne solution. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Si on prend beaucoup, on aura une bonne solution, sauf que je n'ai jamais vu dans mon expérience beaucoup de données dans, encore une fois, dans certaines applications de l'ingénierie. Dans d'autres, il y a plein de données et je ne fais pas aucune critique. Surtout maintenant que vous êtes en train de m'arriver. Avec la donnée, on peut faire de beaux modèles, mais il va falloir l'avoir. Et l'avoir, ça veut dire les capteurs nécessaires dans les bons endroits au bon instant pour la collecter, sachant que données, et ça tout le monde sera d'accord avec moi, parler de quantité de données, c'est parler de la quantité ou le prix que ça va nous coûter. Bien, qu'est-ce que nous on propose? Ce qu'on propose nous, et ce n'est pas mon idée, c'était quelque chose qui avait déjà été proposé, même il m'a enregistré par SI Group, qui s'appelle les jumeaux hybrides. Moi, j'ai changé les mots ici, et je l'appelle plutôt un paradigme hybride dans le comportement réel, la réalité, est égal à un modèle plus ce que le modèle ignore. C'est-à-dire, réalité, c'est une modélisation plus une ignorance. Petit exemple. Regardons la fonction qu'on avait avant, c'est courbe rouge continue. Et il y a un modèle à côté. Le modèle, c'est la ligne discontinue en rouge. Vous êtes d'accord avec moi que le modèle, il n'est pas stupide. Stupide, non. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce modèle n'est pas parfait. Ah oui, parfait, non plus. Et donc, il risque, si je continue, je ne fais rien, ce modèle devient chaque fois, dans le temps, plus éloigné de la réalité. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on pourrait dire, voilà les limites des modèles traditionnels, on va faire de la donnée. Mais la donnée, si vous voulez, je vais revenir à la slide précédent et je dis simplement, faites attention parce que si on revient à la toute donnée, ça va nous coûter cher. Et donc, la question, est-ce que je peux faire bien et bon marché? Le paradigme hybride, il dit simplement que si vous prenez et vous dites que la réalité, c'est la courbe discontinue, les modèles, qui n'est pas parfait, mais qui n'est pas stupide. Et vous dites que la réalité sera ce modèle que je viens de dire, plus la déviation, plus l'ignorance. Ignorance dans le sens de tout ce qui existe dans la réalité et que mon modèle ignore. Il se passe qu'en général, et ce n'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup d'applications, quand le modèle n'est pas trop stupide, la déviation est plutôt petite. Et dans presque toujours les cas que je connais, beaucoup moins non linéaire que le modèle lui-même. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que quand les choses deviennent petites et pas trop non linéaires, avec peu de données, j'arrive à m'en sortir. Et un peu dans cet exemple, que c'est une simplification, bien évidemment, ce que je vais refléter, c'est que finalement, avec un modèle qui n'était pas très bon, ou qui n'était pas parfait, mais qui n'était pas stupide,
et qui a permis d'avoir un gap, un biais, que finalement il n'est pas trop horrible, avec des petites données et un modèle, je m'en sors. Donc finalement, je récupère un peu, on va dire, la beauté des deux mondes. Le monde de la connaissance du siècle dernier, avec des labels physiques, des labels mathématiques pour résoudre ces modèles. Et oui, je dirais, on va le voir après, des façons de les résoudre très vite grâce à la réduction des modèles. Et quand les modèles sont un peu limités, on a une solution aussi qui est très belle. Prenons la déviation à travers des données, c'est-à-dire de la différence entre mes prédictions et ma donnée. Et avec ça, comme on ne sait pas d'où il vient, et on veut être pragmatique et efficace, faisons un peu d'intelligence artificielle, finalement, pour nous occuper seulement de la déviation et pas du modèle lui-même, bien entendu, à condition d'avoir un modèle, et dans toutes les disciplines, il n'y a pas de modèle. Mais dans l'ingénierie en général, on a des modèles qui ne sont pas stupides. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, voilà un cadre qui est respectueux et qui est efficace dans le sens que les données viennent enrichir les modèles et les modèles permettent d'avoir moins de données, de les mettre dans les endroits les plus pertinents et les collecter aux instants les plus pertinents. Et c'est grâce au modèle que la donnée devient smart au lieu de big. Et voilà un peu le paradigme hybride sur lequel je vais vous parler. Et moi, en général, j'ai fait ce petit graphique pour dire les jumeaux virtuels qui étaient un peu les modèles basés sur les mathématiques et la physique. Il y avait beaucoup de physique, très peu de données. Et ça a donné de la belle technologie, qu'on dit à mes étudiants, on est parti à la Lune, on est revenu et on n'avait pas de données, donc les modèles ne sont pas stupides du tout. Aujourd'hui, de Digital Twin, on peut créer, bien entendu, des modèles, tout basés sur les données. Et ça, c'est justifié, car on n'a pas de données. Et dans beaucoup d'applications, il n'y a pas de modèle. Et quand il n'y a pas de modèle, une belle façon de faire, c'est faire des modèles exclusivement à partir des données. Et il se peut aussi que parfois on retrouve des domaines dans lesquels il y a des modèles, mais même s'il n'est pas parfait, il n'est pas trop mauvais, et il y a de la donnée, et la donnée, on l'utilise, comme je vous disais, pour arriver à cet équilibre entre la physique et les données, dans lesquelles les données enrichissent la physique, et la physique transforme les données de big en smart. Et donc, ça, c'est un peu l'origine de l'hybrid twin duquel je voudrais vous en parler. Donc, si je résume, point positif. Le fait d'avoir un modèle basé sur la physique va nous permettre de réduire la quantité de données. Ça, c'est oui, ça, c'est voix. Il y a de l'expérience dans beaucoup d'applications. Je ne vous donne pas non plus des formules universelles. Dans beaucoup d'applications, ça passe comme ça et c'est très bien. Et de l'autre côté, c'est vrai que dans un modèle hybride, même si aujourd'hui on dit que l'intelligence artificielle, on a mal à la comprendre, et ça arrivera bientôt, l'intelligence artificielle, on pourra l'expliquer. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et je vous dis au moins dans le paradigme hybride, il y a déjà une bonne partie qui est basée sur la physique et on a l'expérience de l'expliquer. Et donc, ça veut dire que c'est un cadre qui nous permet d'aller plus vite dans tout ce qui est procédure de certification. Vous allez me dire si tout ça c'est bien, est-ce qu'il y a des difficultés? Je vous dis, ah oui, des difficultés, il y en a. Pourquoi? Parce que le paradigme hybride, il a la beauté de mettre des mondes ensemble, mais il a aussi la difficulté de faire travailler des mondes dans des situations extrêmes. La physique, il va falloir la résoudre en temps réel, parce qu'il y a des points de décision très vite. Ça veut dire physics in real time. Et là, on a la puissance de calcul, ou bien des techniques de réduction des modèles, ou bien d'autres techniques, et c'est apprendre avec l'intelligence artificielle les modèles qui viennent de la physique. Tout ça peut se faire offline. Et si à un moment donné, ces modèles qui viennent de la physique, peu importe que c'est la réduction des modèles, les superordinateurs ou qu'on a mis de l'intelligence artificielle offline, à recalculer un métamodèle de ces modèles basés sur la physique, peu importe.
s'il y a une déviation, il va falloir que la déviation, on la prenne on the fly, online. Et tout ça, sans beaucoup de données, parce que les données, ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup dans certaines applications de l'ingénierie. Donc oui, il y a de la beauté et il y a quand même de la difficulté. Quelle est l'approche qu'on est censé de suivre? Notre choix, qui n'est pas unique, mais c'est le choix que j'ai développé. C'est la partie real-time physics, j'applique la réduction modèle. Ça veut dire quoi? Que je vais créer des métamodèles de la réalité. Et ça, de la réalité, pardon, je me suis trompé, des métamodèles, des modèles high fidelity qui viennent de la physique. Et avec tout ça, je créerai un modèle, comme vous allez voir dans les petites vidéos, qui va être, et j'espère que ça va aller, sinon je vais le déplier. Il y a des petits soucis, j'espère que ça ne m'a pas planté ma présentation. Et je pense que ça va être le cas. Je recommence pour voir si maintenant il va bien marcher. Bon, il y a quelques difficultés. J'espère que ça ira mieux un peu plus tard. Mais il y a la difficulté probablement à partager des vidéos sur Zoom. Donc, je continue sans vidéo. Les vidéos, vous le saurez dans la présentation que je vais partager. Ça, c'est un modèle compliqué. Ça, c'est du crash. En dynamique, il y a beaucoup de non-linéarité, de la plasticité, de l'endommagement, de la fracture. Et finalement, on a voulu résoudre ce modèle pour plein de paramètres qui sont associés aux épaisseurs des tôles qu'on va utiliser dans les structures et à d'autres, je vais voir si comme ça je peux vous les montrer. Et si ça ne marche pas, écoutez, c'est pas grave. Peut-être vous ne verrez pas les vidéos, mais finalement, c'est pas si grave. Quand tu n'es pas en plein écran, peut-être que ça marche là, non? Quand tu cliques dessus? Non, je pense qu'il doit y avoir un problème entre les permissions qu'il y a dans la confidentialité de Zoom et de mon écran. Mais bon, c'est pas grave, on continue. La question, c'est je fabrique des sabacs. C'est un peu dommage parce que les sabacs, ça veut dire qu'ils vont sortir plein de glisseurs qu'avec les doigts ou avec la souris, on peut bouger les différents paramètres et en temps réel, on peut visualiser la solution. Donc ça, c'est une sorte de métamodèle. Après, c'est le constructeur qui va changer, mais c'est un métamodèle. Donc avec ça, on va faire la physique en temps réel, mais si à un moment donné, cette physique en temps réel diffère de la réalité, il va falloir l'enrichir. Et maintenant, vous avez compris, on va prendre la déviation et c'est sur la déviation qu'on fera de l'AI qu'on va informer un peu avec la physique pour essayer de faire mieux et plus bon marché. Donc, ça, on reviendra après. Avec tout ça, on crée nos petites plateformes de création de jumeaux que je vais synthétiser. D'un côté, on a l'homme dans la société qui a, on va dire, ses rêves. Il y a également dans la société quelque chose d'important, que c'est qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce que c'est éthique et qu'est-ce que c'est légal. Et avec tout ça, dans un compromis, on va identifier les opportunités technologiques. Et ces opportunités technologiques, ils vont nous amener, on va dire, dans le monde réel, à concevoir. Je serai dans le monde réel et je vais capter de la donnée. Ces données que je vais capter, je vais faire des choses, les comparer avec les modèles qui viennent de la science et de l'ingénierie. Et c'est avec la comparaison entre mes modèles et les données que je suis en train de capter que je vais identifier la déviation. S'il y a un gap qui se produit, je vais apprendre avec l'intelligence artificielle un modèle du gap. Et maintenant, je vais mettre ensemble les modèles qui viennent de la physique manipulée avec les maths et les modèles qui viennent de l'intelligence artificielle pour s'en occuper du gap. Et là, modèle mathématique plus les modèles de l'ignorance, ça va constituer mon jumeau. Et ce jumeau, c'est
une réplica digitale, parce qu'il va vivre dans mon ordinateur, capable de me prédire ce qui va se passer d'une façon relativement rapide, parce que tout a été précalculé, un modèle réduit de la physique et un modèle AI de la déviation. Donc, je l'aurai en temps réel. Il sera riche. Ah oui, aussi riche que les modèles que j'ai introduits. Et voilà une façon de mettre les deux mondes fast et accurate ensemble. Et avec ces données, s'il y aurait encore une flèche qui va sortir, ça serait la prise de décision. Donc voilà la plateforme qu'aujourd'hui on développe et sur laquelle on construit des prototypes. Vous l'avez compris, la physique manipulée avec les techniques de maths, la réduction modèle notamment. Effectivement, elle va m'informer de quels sont les bons endroits pour collecter les données, dont je ne collectais pas beaucoup dans les systèmes réels, peu. Et effectivement, en comparant la prédiction de la donnée, je vais créer les modèles basés sur les données avec l'intelligence artificielle. Et aussitôt c'est fait, je mettrai le triangle orange, que c'est la physique avec la simulation rapide, avec le modèle IA de la partie de déviation, data driven, et la somme des deux va constituer mon jumeau. D'un point de vue de technologie pour la réduction modèle, on fera vite. Les éléments finis, vous les connaissez, on va calculer la solution dans chaque nœud. On se plaigne, mais je dis toujours à mes étudiants, c'est la technique de réduction des modèles la plus incroyable qui existe. Il a réduit de l'infinité de points et de l'infinité de pas de temps à n et à quelques pas de temps. C'est quand même pas mal. Je ne connais aucune réduction plus énorme. Et ça nous amène à un système linéaire qu'il faut résoudre plein de fois si on est en non linéaire ou en transitoire. Et seulement, ça c'est une grande beauté, mais la cas, parfois, il est un peu trop grand. Donc, on a inventé des techniques de réduction modèle. Par exemple, la POD, PCA, Carnot-Loeb, SVD, il y a plein de noms pour la même chose, qui dit, on va résoudre plusieurs fois. Et dans le learning, on va extraire une base qui va être très appropriée pour les problèmes que je traite. Et cette base, au lieu d'avoir n degrés de liberté, le nombre de nœuds, il a seulement R, avec R beaucoup plus petit que N. Et maintenant, ma solution, je vais la projeter dans cette base qui est plus adéquate et surtout qui contient moins de degrés de liberté. Et quand vous allez utiliser ça dans une formulation faible, vous allez arriver à un système d'équation, mais cette fois, petit k, petit u égale à petit f. Et donc, ça peut se résoudre très vite. Et un cas qui n'est pas très éloigné, ce que nous appelons la PGD, étant donné que dans toutes les approximations, on voit une partie qui dépend de l'espace et une partie qui dépend du temps, on se dit que la solution pourrait s'écrire comme une somme des fonctions du temps et des fonctions de l'espace, cette fois, tous les deux inconnus. Et cette méthode, ce n'est pas moi, bien évidemment, qui l'a inventée, ça s'appelle méthode de séparation des variables, qu'on a tous fait quand on était dans les prépas avant d'arriver à l'université pour résoudre des CDP. Qu'est-ce que nous, on a fait autre que faire la séparation des variables? Bon, un jour, on a eu l'idée de dire, et si les paramètres P de laquelle la solution dépend, au lieu de dire que c'est un paramètre, c'est aussi une coordonnée. Et donc maintenant, au lieu de chercher comme une somme de fonctions de temps et de fonctions d'espace, je vais chercher comme une somme de fonctions de temps, de fonctions d'espace et de fonctions du paramètre. Et c'est avec ça que je vais construire une solution paramétrique. Sauf que, et une fois qu'on a construit une solution paramétrique, on a un ABAC, et les ABAC, on les adore. Parce qu'en temps réel, avec vos petits doigts, vous introduisez les paramètres et vous obtenez la solution. Bon, oui, on fait des ABAC un peu plus sophistiqués que ce qu'on retrouvait dans les bouquins ou les techniques de l'ingénieur. Celle-ci, c'est pour l'usinage, mais finalement, disons qu'une solution paramétrique ne sert qu'à ça. Et c'est très bien, c'est comme ça un peu qu'on a bâti l'ingénierie du siècle dernier. Donc, une solution paramétrique me permet de la particulariser vite.
Ça s'appelle Real-Time Simulation. Je peux faire l'optimisation parce que j'ai cherché autant de P jusqu'à que je vais optimiser ou minimiser ma fonction coût. Donc, je peux faire de l'optimisation pratiquement en temps réel, même multi-objectif avec les calculs de Pareto. Je peux faire de l'analyse inverse. Quelle est la P qu'il faut mettre pour avoir les bons résultats? Je peux propager l'incertitude. Si P, ce n'est pas une valeur, c'est une distribution. La U ne sera pas un champ, sera une distribution des champs, chacun avec sa probabilité. Et si tout ça s'est passé très très vite, ça voudrait dire que je pourrais utiliser un ABAP pour faire les contrôles. C'est un peu ça comment on l'utilise, sauf que, effectivement, tout ce que je vous ai raconté sont trop intrusifs et les gens qui produisent des softwares ne peuvent pas mettre ça à l'intérieur d'un software parce qu'il faudrait tout changer. Et donc, pour cela, on a décidé de construire des solutions paramétriques, des métamodèles, des surrogates, mais dans les cas fortement multidimensionnels avec des technologies qui ne sont pas intrusives. Qu'est-ce qu'on a besoin? D'un code commercial et de quelques technologies un peu adaptées à la création d'un modèle paramétrique quand il y a beaucoup de paramètres. Donc, ce n'est pas un grillage sur un DOE hypercube latine. Ça pourrait être une solution, mais quand vous avez beaucoup de paramètres, vos problèmes commencent à apparaître. Et donc, aujourd'hui, on a créé encore notre plateforme. Vous savez, vos DOE qui peut être sparse, structuré ou non structuré, dépendant de la technique que vous utilisez. Vous allez tourner votre code simulation high fidelity. Vous allez récupérer des champs espace-temps et on peut les comprimer parce que ces champs en mécanique des fluides en turbulence sont énormes. Donc, on applique une compression pour construire une base réduite, reduced basis, utilisant la POD, ou la PGD, ou la CURE, ou la Empirical Interpolation Method, ou la Cross Approximation, n'importe quelle technique qui est capable de compresser les solutions espace-temps avec quelques modes spatiaux qui sont les vecteurs en bleu et quelques modes qui sont les modes temporels en rouge. Et une fois qu'on a fini, on vient dans notre moulinette et dans notre moulinette, on va ajouter, on va dire, la troisième dimension, les vecteurs en jaune qui sont les vecteurs de l'espace paramétrique, les modes paramétriques. Et maintenant, on dit que la solution paramétrique, c'est une somme les modes spatiaux, les modes temporels et les modes paramétriques. Et il peut y avoir évidemment beaucoup de paramètres. Au lieu de parler d'un cube, on parlerait d'un hypercube. Mais regardez bien, je suis en train de reconstituer la solution dans tout point, à tout instant, pour toute valeur du paramètre. Donc, il faut simplement être capable de trouver les bons mots d'espace, de temps et de paramètres. Et pour la partie paramétrique, plusieurs solutions, aujourd'hui un certain nombre déjà, on va dire, industrialisées dans les plateformes, en particulier chez SI Group. Et une fois que ça a été construit, on les met dans une tablette et vous pouvez jouer de la même façon qu'il y a quelques années, on jouait avec un pergamene ou un tableau qui était imprimé. Aujourd'hui, c'est, disons, la seule chose qui a changé, c'est qu'à la place de le mettre sur un pergamene, on l'a mis sur une tablette. Des techniques différentes. On sait que la régression standard, quand je vais passer par une série de points comme sont les points rouges, si je suis avec un linéaire, je serai loin. Une parabolique, je ne fais pas mieux les choses. Et mon risque, c'est si je prends un ordre très élevé, je vais passer par les données, mais je vais osciller beaucoup entre les données. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle l'overfitting. Nous, on a essayé de faire quelque chose sparse. Ah oui, les points, on ne prend pas un design d'expérience complet. On fait la séparation des variables. Il y a toujours la séparation des variables parce que moi, je m'intéresse à 20, 30, 40 paramètres. Et donc, on a fait une sorte de méthode adaptative pour essayer d'aller doucement du faible degré vers les hauts degrés. Et avec ça, on a des solutions qui sont plus robustes. On évite l'overfitting, mais quand même, on ne passe pas par les données. Et sinon, on a fait les doubles sparse. Sparse, les plans d'expérience sparse, séparation des variables, ah oui, il y avait beaucoup de paramètres. Et donc, on a essayé de donner
un lac de fonctionnel avec plein de fonctions et on a demandé quand même à la méthode de choisir la meilleure. C'est quand vous allez chez Galerie Lafayette avec 50 €, il y a plein de choses à acheter, mais quand vous avez 50 €, il faudrait que vous achetez une et pas un peu de tout. Ici, c'est pareil. J'essaie de trouver la solution la plus sparse, celle qui contient le moindre nombre de termes dans l'approximation. Et ça, je l'ai fait avec une régularisation, avec une norme L1, en particulier un lasso. Et avec ça, je peux éviter l'overfitting et approximer très bien. Dans tous ces cas, j'ai perdu un peu l'orthogonalité. Et ce que nous avons fait pour récupérer orthogonalité, c'était mélanger l'ANOVA avec la double sparse PGD. Maintenant, les enrichissements, comme dans l'ANOVA, sont orthogonaux dans un certain sens. Je suis structuré dans le design of experiment pour les bas degrés. Quand je suis à haut degré, que sont les termes de corrélation, je passe à une SDPGD. Je fais la séparation des variables. L'ANOVA me donne, avec les coefficients de Sobol, une sensibilité de coefficients. Il y a des indicateurs de précision et j'ai fait une adaptivité dans chacun des coordonnées et ça a donné des résultats qui sont extraordinaires. Ça sera le prochain produit qui va être industrialisé dans la plateforme. Donc voilà, ça c'était pour vous raconter l'espace PGD. Je l'ai déjà dit, si vous avez 3 données, vous pouvez faire une approximation linéaire. Bon, c'est dommage. Ou vous pouvez vous donner un grand lac avec plein de fonctions et comme vous avez 3, vous allez capturer les 3 qui vont au mieux et ça vous le faites avec la régularisation, on va dire, avec la norme L1. Petit exemple, avant de passer à la fin, dans Hybrid Twin, regardons le remplissage de ces moules de composite par une résine. Donc ça, on l'a fait du début jusqu'à la fin parce que c'est une de ces choses que j'ai le droit de montrer. Donc, on connaît la physique. Ah, mais bien sûr, je connais les domaines qui sont occupés par le fluide oméga. Les points antérieurs, on va les appeler X. Je pars d'un fluide dans un milieu poreux, dont des champs principaux, les champs de pression P de X dans la partie occupée par le fluide, et un champ de vitesse, que c'est la vitesse de chacun de ces points dans l'espace donné par le fluide. Et je connais un peu de physique. Je sais que dans un milieu poreux, la vitesse est proportionnelle au gradient de pression avec un signe négatif pour dire que le fluide va aller de l'endroit où la pression est plus grande vers l'endroit où la pression est plus petite, avec un tenseur de proportionnalité que c'est la perméabilité. Et je connais également qu'il y a la conservation de la masse qui est la divergence de champ de vitesse égale 0. Je combine les deux, j'arrive à un problème laplacien et maintenant que j'arrive à un problème laplacien, je vais faire la PGD, et la méthode qu'on a discutée avant, pour être capable de simuler les remplissages pour n'importe quelle perméabilité, parce qu'a priori, quand je vais traiter mon problème, je ne connais pas la perméabilité. Et donc, pour cela, je prends un logiciel commercial, PAM-RTM dans ces cas, et je vais simuler quelques cas et construire la BAC. Une fois que la BAC est construite, vous pouvez bouger les sliders et avec les sliders qui bougent, vous pouvez visualiser les résultats. Ça va bien marcher, génial. Si la perméabilité est grande, j'ai rempli très vite. Si elle est très petite, j'ai rempli très lentement. Mais attention, ça, ce n'est pas la simulation. Ça, c'est la visualisation de mon ABAC, la visualisation de ma solution paramétrique. Si j'ai calculé maintenant les remplissages pour n'importe quelle perméabilité, ça voudrait dire que si je prends une image, je peux me demander de minimiser la distance entre les domaines fluides simulés pour une perméabilité K et la de traiter de trouver la K qui fait que ma simulation approche l'expérience. Et ça serait la calibration en temps réel. C'est pas grave, je vais toucher cette perméabilité jusqu'à ce que ma prédiction est d'accord avec ma mesure. Et donc, quand ça se passe bien, je peux faire ça, mais attention, attention, j'ai fait
la simulation qui va très vite, parce qu'il a construit une solution paramétrique de remplissage. Je peux faire la calibration en temps réel, mais attention, il y a quelque chose dans mon système que ma simulation ignore. Je l'ai fait exprès, bien évidemment. Et c'est que quand je m'approche de la paroi, la perméabilité chute. Mais lui, le pauvre, il ne le sait pas. Donc, au début, la vie est belle. Les jumeaux virtuels basés sur la physique, c'est suffisant. Je l'ai calibré, je suis hyper content. Mais, à partir d'un certain moment, quelque chose arrive dans la réalité que mon modèle ignore. Et maintenant, c'est la catastrophe parce que ma simulation, mes prédictions par rapport à la réalité n'ont rien à voir. Et donc, maintenant, il faut trouver une solution. Et maintenant, la solution, vous la comprenez bien. C'est prendre la différence et faire un modèle intelligence artificielle de la différence. Et pour cela, il a fallu trouver des techniques qui font bit et qui font ABP de données. Donc, nous avons créé nos technologies de régression non linéaire, que vous connaissez déjà, la SDPGD. On a inventé la code to vect et on a fait surtout les techniques qui sont en bas, que c'est essayer de mettre dans les réseaux de neurones, les informer physiquement avec la thermodynamique, c'est-à-dire avec les lois qui sont des lois de conservation. Ce qu'on appelle aujourd'hui les physical aware, physical informed neural networks, entre autres, mais on utilise aussi d'autres techniques. Tout dépend de la quantité de données, de la qualité des données et du temps qu'il y a pour construire les modèles. Donc, plusieurs techniques, ça n'a pas la peine que je vous en parle, c'est des techniques tout à fait standards et on ne fait rien de, on va dire, original dans ces techniques. La seule chose qu'on fait original, nous, c'est que quand on va construire les modèles par le machine learning, on se dit que dans tout modèle, il y a de la conservation et il y a de la dissipation. Donc, on connaît bien qu'il y a une partie qui vient d'un hamiltonien. On connaît bien que la dissipation, la viscosité, vient d'une matrice qui est symétrique et définie positive. Celle-ci, c'est antisymétrique. Ça, c'est le gradient de l'énergie. Ça, c'est le gradient de l'entropie, avec quelques conditions, effectivement, de compatibilité. Et ce qu'on demande au système dynamique, c'est je vais évoluer, faire évoluer l'état du système Z, avec une évolution temporelle, mais attention, je vais apprendre la partie hamiltonienne. Je vais apprendre la partie de la dissipation et comme ça, je serai, toujours d'accord avec la thermodynamique, je vais conserver, je vais créer de l'entropie et pas de l'entropie négative. Ça peut arriver, si vous savez, seulement des données, les données ne sont pas bonnes parce qu'ils sont du bruit. Et surtout, je vais apprendre vite. Et pour le montrer, on a pris les mouvements d'un fluide, on a simulé ça avec SPH, et on a pris les données, l'état c'est vitesse, position, et on a demandé à un réseau de neurones informé par la physique d'apprendre. Et une fois qu'il est appris, regardez bien, la main est physique, le verre aussi. Les fluides, c'est nous qui l'avons mis à l'intérieur. Et si vous voulez voir une vidéo qui va être plus jolie, vous allez le voir ici. On a essayé d'apprendre les mouvements d'un fluide, mais les mouvements d'un fluide dans le cas thermodynamique. Beaucoup de fluides, newtoniens et non newtoniens, qui vont réagir de façon différente. Et donc maintenant, avec toutes ces informations, j'apprends un modèle. Et maintenant, une fois que le modèle a été appris, ça s'appelle le modèle ou ça s'appelle la déviation par rapport à un modèle, je vais appliquer des techniques de manifold learning et de la topologie des données pour faire la filtration des événements de petite échelle. Et maintenant, vous voyez, les verres existent, la main aussi, mais les fluides, c'est moi qui est en train de les mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu de la réalité hybride, dans le sens qu'il y a un dialogue entre une réalité et une virtualité, et cette virtualité a été apprise avec une intelligence artificielle, bien évidemment dans ce cas informée, pour apprendre vite et surtout pour apprendre des modèles stables. Si vous ne mettez pas la thermodynamique, vous ne réussissez à obtenir des modèles stables.
Voilà, si j'ai fait ça, et maintenant je mélange les deux mondes, je reviens au cas précédent. Au début, tout va bien, mais on n'avait pas besoin de rien. Mais on sait bien qu'un peu plus tard, il y aura une déviation. Est-ce que je serai capable d'apprendre la déviation? Vous allez voir, la déviation arrive et moi, je l'apprends. J'adapte mon modèle. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu, quand j'utilise l'intelligence artificielle, je ne me pose pas trop de questions. La seule chose que je vous dis, c'est j'accompagne mon système du début jusqu'à la fin. Peut-être que je ne comprends pas à quoi il est dû là l'écart, mais mon système a été sous contrôle du début jusqu'à la fin. Donc voilà un petit peu un hybride twin en action. Et aujourd'hui, bon, on s'amuse à faire ce type de choses avec des poutres qu'on considère que sont des poutres de Bernoulli, mais ils ne le sont pas. Et donc, on fait de la réalité augmentée dans laquelle on est capable de même identifier les points où on va mettre la force. Et comme d'habitude, si mon modèle n'est pas bon, s'il y a supposé une poutre de Bernoulli et ce n'est pas le cas, pas de souci. Je vais regarder et comparer ma prédiction avec la réalité et il y aura un terme d'ignorance que je vais apprendre et à la fin, les points que je vais prédire seront les points que je vais observer, mais mon modèle sera un Bernoulli, enrichi par quelque chose pour faire que la réalité et ma prédiction soient complètement d'accord. Et ça, c'est un peu l'exemple dans lequel vous voyez les vidéos. Voilà les poutres. On a fait les calculs. Maintenant, ça c'est pour la visualisation. Et maintenant, on va s'amuser à mettre des forces et on va pouvoir superposer. Là, c'est la déformée. Et bientôt, on va superposer avec les champs qu'on prédit et toutes les différences ont été apprises. Et donc maintenant, les modèles qui ne collaient pas exactement avec la réalité, il a été appris. Et vous voyez, dépendamment de l'endroit où j'ai mis la force, ma prédiction est compatible avec l'observation et je peux l'utiliser pour enrichir le système avec cette espèce de, on va dire, c'est la réalité augmentée, mais qu'elle est capable d'apprendre. Donc, ce n'est pas seulement la réalité augmentée, sinon que mon modèle elle apprend si celle que j'ai considérée n'était pas suffisamment précise. Ça, on peut l'appliquer à tout type d'approche. Par exemple, quand on est en train de modéliser des comportements de matériaux, il y avait un comportement matériau qui était les points ronds bleus et il y avait pris un modèle de Moni Rivlin. Oh, dommage, parce que ce modèle est hyper élastique, mais il n'y a pas de viscosité. Donc, je peux faire au mieux, mais mon modèle de Moni Rivlin ne pourra jamais représenter mes données. Qu'est-ce qui a fait ma méthode? Il a corrigé. Et il a été très sympa. Il m'a dit, Paco, je n'ai pas besoin de corriger la partie conservative. J'ai dit, oui, probablement parce que tu l'avais. Il a dit, par contre, il y a besoin d'introduire un peu de dissipation. J'ai dit, oui, c'est normal, parce que ces données dites expérimentales, je les avais générées de façon synthétique avec un modèle qui contenait de la viscosité. Et donc, dans un cadre thermodynamique, il a calculé la correction qui était une dissipation. Et bonne nouvelle, les modèles corrigés dans un cadre thermodynamique, il fit parfaitement la réalité. Donc, un cadre qui est très général et pouvoir un petit peu les choses qu'on fait simplement parce que ça plaît beaucoup aux gens. Vous voyez la pente hyper élastique. Et maintenant, on va le toucher. Et lui, il est virtuel. Mais le bourreau, il est réel et le tessard, il est réel. Et vous pouvez voir comment. Maintenant, c'est les lois de l'hyperélasticité. Et c'est la théorie du contact. On va mettre la force nécessaire pour éviter la pénétration de la main dans les matériaux. Et maintenant, vous pouvez interagir des mondes virtuels et réels. Et même, vous pouvez vous amuser à mettre des couleurs, si vous voulez, quand même, à augmenter pour donner les champs de déformation dans n'importe quel point du solide. Donc voilà, de la vraie physique. Là, ce n'est pas des vidéos, c'est des matériaux hyperélastiques en grande transformation. Et si vous voulez les toucher dans notre endroit, écoutez, touchez-les là où vous voulez. De toute façon, on a généré un ABAC, et un ABAC, c'est la déformation du dragon.
pour tout point où vous les toucherez. Donc, vous pouvez les toucher comme vous voulez. Tout est prêt, effectivement, pour les prendre en compte. Et on a fait la même chose pour s'amuser. Et cette fois, s'il veut bien marcher, pas sûr qu'il le fasse, donc il y a même peur de le faire. C'était un cadre, c'est une holographie, c'est qu'on fait fonctionner, mais ce n'est pas la peine que je vous le montre parce qu'il ne voudra pas. Et pour finir, bien entendu, et à un moment donné, on s'est dit, maintenant qu'on maîtrise la modélisation à différentes échelles, les techniques d'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut mettre toutes ces échelles ensemble? Et ça, c'était une petite application très sympathique, donc on est bien content. On a pris des modèles de batteries qui sont tout à fait un sujet d'actualité. On a commencé à simuler les équations de l'électrochimie, très compliquées. Et donc, on a fait des simulations avec des techniques de réduction des modèles, mais malgré tout, on a fait des grandes avancées. Mais malgré tout, simuler 10 minutes une batterie, ça me prenait 10 minutes. Donc, je vais très vite. Je pourrais même dire que c'est temps réel. 10 minutes de la vie d'une batterie, ça me prend 10 minutes d'ordinateur. Mais c'est pas assez pour contrôler ou pour faire la planification d'un itinéraire, comme avec TomTom. Et donc, je voudrais quand même ça l'utiliser pour aller encore dans une autre échelle que j'appelle MESO et construire grâce à l'intelligence artificielle, l'incremental dynamic mode composition ou la régression non linéaire. On a essayé de créer un métamodèle qui me donne le state of charge ou le voltage au temps t, dépendant des conditions initiales et de tout ce qu'il y a vécu. Et une fois que je l'ai fait, je vois effectivement qu'il y a des précisions qui sont très correctes. Je l'ai introduit dans une modélisation système. Ça, c'est Modelica, c'est Simulation X dans notre cas, mais c'est n'importe quelle modélisation système où vous mettez bon modèle d'intelligence artificielle de votre batterie. Et le pas suivant, c'est maintenant, je vais connecter avec Google Maps. Je vais me donner un point de départ, un point de sortie avec ce qu'il me propose et je vais faire une prédiction de ce qui va se passer. Sauf que les modèles, c'est les modèles, mais on a simulé une sorte de bouchon qu'on n'attendait pas. Et à un moment donné, on voit qu'on commence à avoir des divergences entre la mesure et mes prédictions. À ce moment-là, on a fait l'hybrid twin, in data-driven correction. Évidemment, vous pouvez voir que lui, il va s'en occuper à tout instant de maintenir mes prédictions sur la réalité. Et ça me permet de faire des prédictions dans les futurs qui arrivent qui sont plus précises que si je les ferais avec un modèle qui a commencé déjà à me donner un but important. Et je pense qu'avec ça, on va arriver à la fin de ma présentation, juste à 15h05. Et comme il faudrait que je vous quitte dans 10 petites minutes, je vais vous partager bien évidemment la présentation avec les vidéos. Mais si vous le voulez bien, on a encore une petite dizaine de minutes dans lesquelles ça sera avec plaisir et je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Paco. Donc, on attaque une petite partie d'interaction. Si parmi les participants, des questions vous viennent, n'hésitez pas. Oui, j'ai une question. Vas-y, Georges. Oui. À un moment, tu as dit finalement, on peut s'inspirer du modèle physique pour collecter les données ou choisir les données qu'on va collecter. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus? Oui. Et ce qu'on essaye, c'est de se baser sur les modèles pour savoir quels sont les endroits qui contiennent la quantité la plus grande d'incertitude parce que c'est dans les endroits où il y aurait après la mesure une quantité plus grande d'informations. Donc aujourd'hui, on est en train avec les thermodynamiciens de créer une sorte de thermodynamique des données, ou théorie multi-échelle des données, dans lesquelles on va les précisément faire la mesure dans l'endroit où l'entropie est maximale. Un exemple quotidien. Imaginez que quelqu'un me donne des thermocouples pour parler de quelle est la température à Paris. Si je ne connais rien de la physique, je serais capable de mettre les deux capteurs à l'intérieur de mon bureau. Et ça serait dommage, parce que finalement, à l'intérieur de mon bureau, avec les connaissances que j'ai,
je sais que plus ou moins la température sera la même. Par contre, grâce à la connaissance que j'ai, je sais que peut-être il y a une température à l'intérieur de mon bureau et autre dans les cours à l'extérieur, et ça serait plus ou moins la température qu'il y a dans Paris, à l'extérieur. Et donc, ça serait beaucoup plus raisonnable de mettre un capteur à l'intérieur et de mettre un capteur à l'extérieur. Et ça, je le sais parce qu'il y a quelques connaissances du système. Si je ne connaîtrais absolument rien au système, je ne serais pas capable de savoir quels sont les meilleurs points pour prendre une mesure. Imaginez qu'il y a seulement un thermocouple, un seul. Et j'ai mis à l'intérieur, je mesure la température à l'intérieur de mon bureau. Si quelqu'un me demande quelle est la température à l'extérieur et je ne connais rien à la physique, je dirais d'un point de vue de Bayes, la réponse la plus raisonnable, c'est de dire que dans tous les endroits du monde, la température est la même que la température que je mesure. Par contre, si je connais le modèle, je connais les modes propres, probablement de mon opérateur, ou quelque chose de mode que j'ai identifié dans mon système. Je sais que si j'ai obtenu cette température à l'intérieur de mon bureau et qu'on est dans l'hiver, probablement la température à l'extérieur est plus petite et que probablement si je vais dans les pays du Nord, elle est encore plus petite et si je vais dans les pays du Sud, probablement est plus haute. Donc ça veut dire que connaître les modèles, je ne dis pas que les modèles vont donner un résultat exact, mais je dis qu'ils vont me dire si j'ai fait une connerie de capturer des informations dans des endroits qui ne sont pas pertinents. De la même façon, si je suis en train de parler de la température à Paris et je peux faire seulement des mesures, ça serait ridicule que je mesure maintenant et 1 minute plus tard. Ça serait beaucoup plus raisonnable de mesurer le jour et la nuit. Parce qu'on sait qu'il y a une périodicité et ça serait plus raisonnable de comprendre ça pour prendre au bon instant. Et ce n'est pas la peine non plus de prendre une mesure tous les microsecondes. Parce que tous les microsecondes, la température dans mon bureau, sauf les fluctuations, il ne va pas changer. C'est un peu avec ça qu'on dit, et ça c'est typique des gens qui font des méthodes d'échantillonnage pour les méthodes de réduction des modèles. Les magic points, si j'utilise le vocabulaire d'Yvon Madé et de Tony Patera, ça serait de dire de prendre les points pour faire la mesure qui sont associés, on va dire, à des maximums dans les modes qui représentent une réalité qui probablement n'est pas exacte, mais n'est pas stupide. Donc, c'est sur cette base qu'on peut utiliser la connaissance et les modèles pour être capable de mieux gérer la collecte des données dans l'espace et dans le temps, et même à niveau de dans quelle échelle le faire. Si vous voulez mesurer un débit d'un écoulement turbulent, la mesure ponctuelle ne vous donne aucune information sur la vitesse moyenne. Donc, ça veut dire que connaître la physique, finalement, c'est une bonne chose, parce que ça peut vous éviter de prendre des conclusions avec la mauvaise donnée ou la donnée incomplète. C'est dans ce sens que je disais, les données enrichissent les modèles et les modèles devraient dire merci aux données. Mais en même temps, je pense que les modèles informent beaucoup et quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, beaucoup de temps, ou il faut quand même faire les bons choix de quoi il faut mesurer, avoir une connaissance, vous pouvez l'appeler physique, vous pouvez l'appeler équation, ou vous pouvez l'appeler parfois des sens communs, c'est très important pour rendre la donnée un peu plus intelligente. C'était dans ce sens que je l'utilisais. D'accord. Merci bien. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, oui, j'avais une question. C'était Antoine Runacher, je suis étudiant et je cherche une thèse actuellement. Je voudrais savoir si il y a des publications qui ont été sur les différents exemples que vous nous avez montrés. Absolument, absolument. Il suffit que vous m'envoyiez un mail ou je peux pas partager avec Patrice toute la recherche qu'on fait. Dans le cas de ces chaires, même si c'est avec un groupe industriel, tout a été publié. Donc, effectivement, je peux partager tout avec vous. Ce que l'on pourra faire, c'est éventuellement, si tu mets quelques références sur une page A4, on pourra la joindre à côté des slides à télécharger sur le site. Totalement, je ferai ça. Sans problème. Merci Sans beaucoup. problème.
Très bien. Bah, je vous enverrai un mail alors. Merci. Très bien, absolument. Je vais les partager avec tout le monde, mais n'hésitez pas à me contacter quand je vous dis absolument tout. Chacun des mots qu'il y a mis dans ces slides, tout est publié. Merci beaucoup. D'autres questions? Moi, j'avais une petite question, Paco. Oui. Quand tu positionnes l'IA pour compléter finalement une approche physique et faire arriver sur cet hybride twin là, dont tu nous as parlé aujourd'hui, tu positionnes l'IA pour essayer d'approcher les déviations du système réel par rapport au problème physique qui a été modélisé avec les équations. Oui. S'il y a un modèle, je le positionne pour enrichir le modèle. Si le modèle il n'est pas stupide et je suis capable de le résoudre très vite, quand le modèle n'existe pas, vous oubliez tout ce que je vous dis parce que finalement, s'il n'y a pas de modèle, tout devient ignorance et je fais un IA, on va dire, entre guillemets, standard. Et s'il y aurait un jour un modèle qui fonctionne très bien et il n'y a aucune déviation, je dirais pourquoi il y aurait besoin de faire de l'IA. Si mon modèle est merveilleux, il est robuste et il n'y a pas d'erreur, je continue à utiliser mon modèle. Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, je voulais amener le sujet sur le sujet des frontières. C'est-à-dire que souvent, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à positionner l'IA sur des zones sur lesquelles on est persuadé que la simulation est mauvaise parce que trop homogène ou trop linéaire et ne tient pas compte des anisotropies, etc. Exactement. Et que finalement, il ne s'agit pas d'une complétion, mais peut-être d'un accouplage, en particulier au niveau de la frontière, entre deux typologies de modèles différentes. Totalement, totalement. Pour moi, ce que je défends, attention, je ne défends ni l'un ni l'autre, je défends qu'il faut se superposer là où le modèle n'est pas parfait, il se superpose, et c'est génial parce qu'ils sont ensemble. Comme une voiture hybride, il y a les deux moteurs, ici il y a aussi les deux. Et comme tu dis, il y a des situations dans lesquelles je suis dans un domaine que ça fonctionne très bien, mais si je pousse et je m'éloigne, les modèles commencent à aller moins bien et je peux arriver même à des domaines dans lesquels il n'y a que de l'IA. Donc finalement, on fait une sorte de bridging qui peut être à travers des échelles ou même dans l'espace ou dans le temps. Et je peux aller et basculer de l'un vers l'autre. Donc c'est effectivement un problème de couplage. Tout ça effectivement, c'est des choses dans lesquelles ce mélange de physique et de IA, je pense que c'est extraordinaire. C'est vraiment une opportunité. Merci. Peut-être une dernière question, si quelqu'un veut. Frédéric Barbaresco, vous m'entendez? Oui, salut Frédéric, comment vas-tu? Bonjour, Paco. Bonjour. J'avais une question sur est-ce que tu peux modéliser aussi les phénomènes de mécanique de rupture, hein? C'est-à-dire, est-ce que ou là, comme c'est un peu une frontière entre deux modèles, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ce qu'on fait. Simuler la mécanique de la rupture, on sait que c'est un problème délicat, mais on sait qu'on peut le faire. Après, toujours quand on va donner un trajet de propagation d'une fissure, parfois, il peut y avoir un écart par rapport à ce qu'on mesure. À ce moment-là, peut-être c'est un effet complètement stochastique ou statistique, parce que les matériaux, effectivement, chaque matériau est différent et il y a des choses internes qui font qu'à un moment donné, va dans une sens, mais dans une autre, il va aller dans un autre sens. Donc, il ne faut pas forcer non plus les IA pour aller créer des modèles de la déviation, parce que parfois la déviation, c'est simplement un bruit statistique. Et donc, je ne peux pas dire que c'est... Il faut comprendre que la déviation, il y a deux types de déviations. La déviation dont je vous ai parlé, c'est une déviation que c'est un biais, mais pas un bruit blanc. Si c'est un bruit blanc, je ne m'occupe pas de lui. Si un jour elle va vers la droite et un jour elle va vers la gauche, je ne m'en occupe pas. Je vais faire simplement un modèle et ça sera un modèle stochastique pour dire que vous pouvez trouver comme ça ou comme ça à l'intérieur d'un intervalle. Mais là, je ne touche rien. Il n'y a, à mon avis, rien à enrichir. Simplement parce que les bruits blancs, ce n'est pas une déviation épistémique. Par contre, s'il y a un biais et que chaque fois, il y a quelque chose qui se passe d'une façon, de la même façon par rapport à ce que je mesure, à ce moment-là, c'est un biais.
et je m'en occupe du biais. Et donc, dans la mécanique de la fracture, par exemple, on peut s'en occuper de tout ce qui est biais. Et là, effectivement, s'il y a un biais, on s'en occupe. S'il y a simplement une réponse stochastique ou statistique par rapport aux fluctuations ou à l'incertitude qu'on a ou la variabilité qu'on a dans les matériaux, nous, on ne touche absolument rien. OK. Très bien. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va être contraint d'arrêter parce que on aurait sans doute d'autres questions à te poser, mais je crois que tu as cette contrainte-là dont tu nous as parlé. Oui, on peut s'arrêter ici, mais attention, vous savez mon email qui était dans la première de ces slides. Vous pouvez m'envoyer un mail, je réponds en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est mon contrat de confiance. Tu as aussi un digital twin de Paco Ginesta. Exact. Il y a quelqu'un, il y a un digital twin qui va répondre. Donc, n'hésitez pas, je réponds toujours. Demandez ce que vous voulez, même une discussion pour discuter des points techniques. Ça, c'est la première. Et la deuxième, bien évidemment, ça sera avec plaisir avoir une discussion un peu plus poussée avec vous, IRT, pour voir quelles seraient les voies de collaboration dans différents sujets. Je suis tout à fait partant pour une telle discussion qu'on avait parlé déjà il y a longtemps. Merci beaucoup, Paco. Avant de clôturer ce séminaire, je voulais juste indiquer aux personnes qui sont connectées que le prochain séminaire a lieu le 17 décembre à 14 h, à la même heure, et traitera de sujets autour de la fusion et de perception autour du véhicule connecté et autonome, et il sera réalisé par Fawzi Nachashibi de l'INRIA. Voilà. Parfait. Merci beaucoup encore. à tout le monde. Merci, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.